tout le monde va pouvoir s'installer et nous allons pouvoir attaquer. Donc, nous avons accueilli sur scène, vous voyez, monsieur Yves Benita, qui est vice-président de la métropole Grand Lyon, qui est président de la commission sport, vie associative et devoir de mémoire. Vous avez Jean-François Witt, président de Sport Connect Lyon, et Jacques Vergne, président de Sport et Territoire. Et Jacques, je te laisse la parole. Merci Franck pour ces petits mots. Eh bien écoutez, avant de lancer officiellement le démarrage de ce forum, là, je voudrais vous dire déjà tout le plaisir qu'on a d'être ensemble, parce que c'est vrai que les mois qu'on vient de vivre ont été vraiment très très particuliers. Et voilà, c'est un immense plaisir de pouvoir se retrouver là tous ensemble. Et donc un grand merci à vous d'être là. Alors en ces jours qui précèdent les Jeux Olympiques, je vais utiliser cette fameuse formule. Donc je déclare officiellement le Forum Sport et Territoire ouvert. Et je vais tout de suite passer la parole au vice-président Yves Benita, délégué à la vie associative et aux politiques sportives, qui représente le président de la métropole de Lyon, Bruno Bernard, voilà, pour les mots d'accueil. Monsieur le président de Sport et Territoire, monsieur le président de Sport Connect Lyon, mesdames, messieurs, c'est avec plaisir que j'ouvre ce forum Sport et Territoire qui se déroule pour la première fois sur la ville de Lyon et le territoire de la métropole de Lyon. Et j'espère qu'on vous retrouvera peut-être d'ici la fin du mandat, et c'est mon souhait. Si nous ne sommes pas encore en mesure de tous nous retrouver, le fait d'être aussi nombreux aujourd'hui dans cette salle est déjà une grande satisfaction. J'ai aussi une pensée pour les supporters et les joueurs de l'équipe de France de football après l'élimination de notre équipe nationale de l'Euro 2021. Et je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. Notre métropole qui vibre aux côtés des équipes sportives grandes et petites, des clubs sportifs, l'année était particulièrement calme et pleine d'incertitudes. J'imagine que le sentiment a dû être identique dans vos territoires. Pour les nouveaux élus au sport dont je suis, il est bien étrange d'élaborer des feuilles de route dans une période où il était difficile de se voir, de faire du sport ou d'assister à des compétitions. L'année qui vient de s'écouler, sans stade, avec des gymnases partiellement ouverts, avec des clubs soumis au stop and go des annonces gouvernementales, restera, espérons-le, une exception. Il n'a jamais été aussi compliqué de faire du sport, alors que nous n'en avons jamais eu autant besoin, pour lutter contre la sédentarisation, l'isolement et le développement de pathologies diverses. Dans une société confrontée au mal manger, au stress, à la pression sociale, les conséquences sur la santé de nos concitoyens, et notamment des jeunes et des plus précaires, sont préoccupantes. Obésité, diabète, maladies respiratoires, troubles psychomoteurs, dépression, et j'en passe. Cette période de confinement nous a montré, si c'était nécessaire, que le sport est un élément essentiel du bien-être et de la santé tant physique que mentale. Cette période aura-t-elle un impact sur notre manière de faire du sport, d'envisager le sport d'après-crise? Je sais que c'est l'un des sujets importants qui sera évoqué dans ce forum. Cette crise aura cependant eu un impact sur les clubs qui se sont retrouvés parfois fermés ou à devoir s'adapter à des conditions sanitaires. Ils ont dû inventer d'autres manières de faire du sport. C'est pour cela que nous avons tenu avec le service des sports de la métropole et tout particulièrement son directeur Yves Maclay, que je salue ici et qui s'est beaucoup investi pour que ce forum puisse se passer, et je pense qu'il se passe dans de bonnes conditions, à associer les clubs sportifs de notre territoire à ce forum. Je sais que certains dirigeants sont présents ici aujourd'hui et je voulais les saluer pour le travail qu'ils ont mené avec les animateurs et les bénévoles durant toute cette période. Lorsque la métropole a choisi de maintenir l'activité sportive de printemps pour les enfants et les jeunes, avec le dispositif Métropole Vacances Sportives,
nous avons pu nous rendre compte des incertitudes dans lesquelles les acteurs du sport étaient depuis plusieurs mois plongés. La période Covid aura sans doute un impact sur nos politiques publiques, où l'on portera une attention plus forte à permettre une activité physique adaptée à chacun, quel que soit son âge, son sexe, son statut social, que l'on soit valide ou porteur de handicap. Le rôle du sport et de l'activité physique dans la cohésion sociale devra également pleinement être pris en compte. Au-delà du bien-être physique, faire du sport est pour de nombreuses personnes une manière de rencontrer l'autre, d'autres personnes, de s'intégrer dans un collectif. Ainsi, en tant que collectivité, nous devons soutenir les acteurs qui œuvrent dans une plus grande mixité sociale pour l'égalité femmes-hommes et plus généralement pour la pratique du sport pour tous. Enfin, la dernière thématique pour dessiner le sport de demain est bien évidemment rendre le sport plus éco-responsable. Comment mieux connaître l'impact du sport sur notre environnement et comment orienter nos pratiques pour qu'elles soient plus respectueuses de celles-ci, ce sont les enjeux d'avenir. L'ensemble de ces thématiques seront abordées dans les ateliers de ce forum et je vous souhaite une réflexion riche et fructueuse. Et bon forum. Merci. Très bien, merci beaucoup, Monsieur le Vice-président, et merci aussi au président Bruno Bernard, qui a permis l'organisation de ce forum avec le soutien de la métropole de Lyon. Quelques mots d'introduction. Avant de rentrer concrètement dans les débats, peut-être de présentation là, de Sport et Territoire, qui est un réseau national des techniciens du sport, des agents des collectivités, mais aussi d'agents de l'État, d'universitaires, et qui fédère aussi d'autres réseaux de techniciens sur des événements comme ce forum. Alors notre action est entièrement bénévole et a pour seul objectif de partager avec l'ensemble des acteurs du sport nos points de vue et nos expériences sur les politiques sportives. Ça fait plus de 25 ans que nous organisons des forums, mais celui-ci est particulièrement innovant et à double titre. La première, c'est que, et oui, nous sommes finalement les premiers à nous lancer dans un forum qu'on a appelé Figital. Pourquoi ? Parce que physique et digital, donc Figital, on invente des mots. Et je ne vous cache pas que la préparation a été particulièrement compliquée. Et même si habituellement on fait les remerciements plutôt en fin de forum, j'ai d'ores et déjà envie de remercier toute l'équipe, à la fois de Sport et Territoire et de Sport Connect Lyon, qui s'est mobilisée pour que ce forum puisse se tenir. Ils se sont énormément investis, en plus de leurs activités professionnelles déjà denses. La seconde innovation, c'est que nous organisons ce forum avec Sport Connect Lyon, qui est un réseau de chefs d'entreprise qui œuvrent dans le domaine du sport. Alors, ce forum, finalement, devient une excellente illustration de ce que doit être aussi la nouvelle gouvernance du sport dans un partenariat public-privé au profit des pratiquants. Ensuite, on a choisi d'appeler notre forum « Le sport d'après, c'est maintenant ». Et cela pour deux raisons. La première raison, donc vous l'avez évoqué, Monsieur le Vice-président, la crise sanitaire nous oblige à adapter notre modèle sportif suite à l'évolution que notre société vit, évolution enclenchée par les conséquences de la pandémie. Nous pouvons observer que cette année que nous venons de vivre est un accélérateur de tendance, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui à travailler pour un sport plus soucieux de la planète, vous l'avez aussi évoqué tout à l'heure dans vos propos, pour un sport accessible à tous, pour un sport moderne, pour un sport au bénéfice de la santé, et enfin, un sport porteur de valeurs humaines très fortes. La seconde raison pour laquelle nous avons choisi ce titre, c'est la mise en place de la nouvelle gouvernance du sport. Et oui, on est en train de réinventer le sport avec une nouvelle gouvernance. Et finalement, le contexte n'a jamais été aussi propice pour cette réinvention de la pratique sportive. Nous avons la chance d'avoir les Jeux olympiques et paralympiques dans 3 ans maintenant. La sortie de la pandémie qui nous conduit aussi à avoir une vision différente de la pratique du sport-spectacle. Et enfin, cette nouvelle gouvernance qui est en train de se mettre en place sur les territoires. Et vous savez qu'à Sport et Territoire, nous avons dans notre ADN les politiques sportives territoriales. Donc je pense qu'on sera tout au long de ces 2 journées sur la thématique. Enfin, la nouvelle place du monde de l'entreprise
dans la gouvernance du sport qui, au-delà des seuls aspects financiers, apporte une réelle expertise et une vision qui se veut complémentaire à celle des acteurs publics et associatifs. Donc l'objectif de notre forum, sur ces 2 journées, est d'amener l'ensemble des acteurs du sport à échanger et partager une vision commune des challenges à relever. Tout au long de ces 2 journées, nous allons mener cette réflexion autour de ces 3 enjeux environnementaux, économiques et sociétaux. Et nous souhaitons identifier quel rôle doivent jouer les territoires pour mettre en place dès maintenant le sport d'après. Alors, je vous souhaite un très bon forum et je laisse tout de suite la parole à Jean-François Witt, président de Sport Connect Lyon, avec qui nous organisons ce forum. Il va compléter ses mots d'accueil, puis c'est lui qui animera la table ronde inaugurale. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci à tous d'être venus à ce forum Sport et Territoire co-organisé avec Sport Connect Lyon. Alors voilà, on n'a encore rien gagné, on n'est pas ni au César ni aux Oscars, mais bon, je pense que, comme tu le disais, on va quand même se remercier, s'auto-congratuler d'avoir réussi à organiser un événement de cette ampleur, de cette dimension et de cette qualité en mode associatif, parce que nous restons des associations, donc tout ça est fait en marge du vrai travail. Donc je pense qu'on a réussi déjà à vous réunir tous ici, des exposants, des partenaires et donc des visiteurs comme vous. Merci à tous. Et tout ça grâce bien sûr à la métropole qui nous a énormément aidés dans une année très contrariée. Et je pense que vous avez été d'une excellente aide. Donc merci beaucoup. Rapidement, avant de passer à la table ronde, je vais vous expliquer ce qu'est Sport Connect Lyon. Car peu importe d'où vous veniez en France, je pense qu'il y a des différentes initiatives pour réunir les professionnels du sport régional. Donc à Lyon, Sport Connect Lyon est né en 2017 à l'initiative de 3 personnes, dont certaines sont dans cette salle. David Rahi de l'agence Comover, Alexandre Bayeul du média Sport Buzz Business et donc Sandrine Proton qui a son activité de community management dans le tennis. Et voilà, l'idée c'était de réunir les professionnels du sport locaux comme on peut retrouver à Paris, Sport Sora, mais avec tout l'ADN vraiment régional que peut représenter Sport Connect Lyon. Donc, on se veut en toute modestie le réseau de référence des acteurs du sport régional. L'idée, c'est d'animer la communauté des acteurs du sport, que ce soit les clubs pro, clubs amateurs, agences médias, agences de communication, associations, indépendants et start-up. Voilà, tout type d'acteurs qui vit de près ou de loin dans le sport et du sport. Donc notre claim et nos 4 valeurs principales, ce sont l'excellence, la convivialité, la proximité et le partage. Voilà, on essaye d'organiser différents événements avec ces 4 mots-clés. Par exemple, nous organisons des masterclass. Les masterclass sont des moments privilégiés avec des acteurs du sport. On a eu l'occasion au tout début déjà d'accueillir Yann Roubert lors d'une masterclass. Il nous avait fait la joie de nous accueillir ici. On a pu également interviewer Thierry Assion, le célèbre tennisman originaire de Lyon, qui mène différents projets d'ampleur à Lyon, que ce soit la All-in Tennis Academy et différentes autres compétitions. On a pu également s'entretenir avec Yann Cuchera, l'ancien responsable des sports de la mairie de Lyon et ancien athlète en gymnastique, voilà, ou encore Xavier Pierrot, le stadium manager de l'OL. Voilà, tout ça, c'est pour faire partager à nos près de 150 membres adhérents voilà, de bons moments avec des acteurs qui font le sport. Voilà. À côté de ça, nous faisons aussi des visios click and connect. On a dû s'adapter aussi avec la crise et des apéros réseau qui ont beaucoup de succès, bizarrement. Et également des tribunes. On essaie d'emmener nos membres à différentes compétitions sportives. On a la chance à Lyon aussi d'avoir beaucoup de clubs qui performent bien dans leur domaine, que ce soit l'Asvel qui vient d'être champion de France de basket, l'OL qui va revenir sur le devant de la scène rapidement, ou le Loup qu'on a quitté aux portes des phases finales, mais qu'on espère retrouver bientôt au plus haut niveau. On a différentes conventions avec différents partenaires. Le but de tout ça, c'est d'animer la communauté. C'est pour ça qu'on s'est aussi associé avec Sport et Territoire, qui a un écho plus national pour faire un événement de qualité. Ce que je pourrais vous dire avant de démarrer la table ronde, c'est que nous aujourd'hui, et c'est vraiment l'idée de ce forum, c'est de connecter les talents, les idées, les projets, que ce soit privé ou public, et d'avancer main dans la main après une année assez terrible, notamment pour le milieu sportif.
milieu sportif, pardon. Donc, sans plus tarder, je vais appeler sur la scène les intervenants de la table ronde pour évoquer la thématique, pas très glamour, mais la crise sanitaire et savoir comment, à titre individuel et collectif, ils ont vécu ce passage d'une année très hachée, compliquée, humainement parlant, organisationnellement parlant. Donc, je vais remercier déjà Yves. Merci beaucoup, Yves, de nous accueillir. Merci, Jacques. Et j'appelle, dès à présent, Yann Roubert sur la scène. Merci, Yann. Quelques applaudissements pour ce... Yann Roubert est président du Loup Rugby, le Lyon Olympique Universitaire Rugby, donc club professionnel de rugby du top 14. Il va nous éclairer un petit peu sur comment la crise a été vécue par un club pro. J'appelle également immédiatement Patrick Loiseau, président du Badminton Club d'Oulin, dans la banlieue lyonnaise. Grand club de badminton, pourvoyeur de sportifs qui représenteront la France aux Jeux Olympiques, notamment. J'appelle également Xavier Fabre. Merci de nous rejoindre, Xavier. Directeur des sports de Villeurbanne, 19e ville française, collée à Lyon. Vice-président de Landis, vice-président de Landis Auvergne-Rhône-Alpes, président régional Andis Rhône-Alpes, donc formateur pour le CNFPT Rhône-Alpes, formateur pour l'APELS. Donc un CV assez impressionnant, parce qu'il y a beaucoup d'occupations. J'appelle également Thomas Houdy sur la scène. Thomas Houdy est cofondateur de WeRide. WeRide, c'est un bike park indoor. Donc voilà, en français, ça doit se dire une salle pour faire du vélo dans d'excellentes conditions. Ils se sont ouverts quelques mois avant la crise. J'ai eu l'occasion d'y aller avec mes enfants. C'est un superbe endroit pour faire du vélo dans d'excellentes conditions. Donc structure dédiée aux pratiques indoor de BMX, VTT, skate et roller. Et j'appelle bien sûr Fabrice Marcelier. Hop, s'il reste une petite chaise. Fabrice Marcelier est directeur général d'Extreme Agency. C'est une agence d'activation sur Lyon et sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, même nationale, on peut même dire, et internationale. Ah. Oui, hop, récupération du pupitre. Hop, reste un petit masque, tout seul. Alors messieurs, merci déjà d'avoir répondu à l'appel et à notre invitation. On va commencer par ordre chronologique, notamment avec Yann qui est un peu pressé parce qu'il doit signer quelques cracks. C'est le dernier jour pour signer les dernières recrues pour le Loup Rugby, donc il a quelques signatures de président à faire, donc en espérant que ça vous emmène bien loin l'année prochaine. Oui, pardon de ça et pardon de cette impolitesse, mais effectivement c'est pour la bonne cause, pour nous faire une bonne équipe qu'on doit avoir finalisée avant aujourd'hui minuit. Bon. Merci en tout cas d'être venu. Yann, alors j'ai envie de poser une première question. La crise pour un club pro, on a eu l'occasion d'en parler un petit peu lors d'un déjeuner. On était en plein milieu. Tu as appris pendant le déjeuner que les matchs du week-end étaient annulés à cause d'un cas contact dans ton équipe. Tu avais le moral au fond des chaussettes. Mais depuis, pas mal de choses se sont passées. Est-ce que tu peux nous dire comment le Loup Rugby a traversé cette crise en tant que club pro ? Oui, forcément, difficilement, un petit peu à l'image de tous les clubs de sport, qu'ils soient professionnels ou non, et puis de tous les acteurs économiques, j'allais dire, parce qu'évidemment que l'impact a été énorme, tout d'abord sportivement et affectivement. Il faut savoir que quand la crise est arrivée, on était dans une saison qui était un peu historique pour le Loup Rugby, parce qu'on avait passé à la première ou à la deuxième place de top 14 pendant toute l'année, et puis fin mars, alors qu'on était à 2 matchs du Graal, on peut dire, on ne sait jamais ce qu'aurait donné cette saison, mais on s'espérait qualifiable pour les demi-finales. On se dit que tout est arrêté, alors que ce Graal, on court après depuis 88 ans. Ça faisait depuis 1933 qu'on n'avait pas été dans d'aussi bonnes dispositions. Et puis là, on dit que ça repart à zéro l'année prochaine. Donc évidemment qu'il a fallu digérer ça. Ça a été la première chose. Et puis après, essayer de s'y remettre, de transformer cette frustration en motivation, ce qui n'est pas toujours évident. Donc effectivement, ça a été dur. On espérait
pouvoir accueillir du monde et compter sur nos supporters, nos partenaires pour retrouver le bon pied et repartir dans un allant qui est dans une dynamique qui soit positive. On a eu un match à 5000 personnes et puis après tout le reste de la saison s'est fait à huis clos, donc évidemment que ça a été terrible. Économiquement aussi, on ne va pas se le cacher, parce que pour faire simple, il fallait continuer à assumer nos charges, tout simplement payer les joueurs qui jouent, qui représentent évidemment l'énorme majeure partie des charges d'un club professionnel, alors qu'on était privé de la très grande majorité de nos revenus, puisque si on continuait à percevoir les droits télé, puisqu'on continuait à avoir ces matchs, ça représente 15-20% suivant les clubs de rugby, les 80 autres pourcents qui dépendent du sponsoring, de l'hospitalité, de la billetterie, des buvettes, des événements qu'on accueille, des restaurants, tout ça, on en était privé. Donc, pour faire simple, il fallait assumer 80% de nos charges, alors qu'on on était privé de 80% de nos revenus, ce qui est évidemment un challenge, comme celui de continuer à jouer, à s'entraîner, même s'il n'y a pas de public, parce qu'évidemment au-delà de la dimension sportive, on essaye d'aller chercher cette dimension de partage des émotions que seul le rugby peut offrir. Donc on en a été privé. Ça a été compliqué, bien sûr. Cela étant, c'était pareil pour tout le monde. Donc la saison a été difficile. On espère maintenant que le pire est derrière nous. Et puis on s'y remet parce que on s'est dit 3 choses. D'abord, de ne pas être dans le déni, évidemment que c'était une situation compliquée. Donc il faut savoir l'affronter. La deuxième chose, c'était de s'occuper que de ce qui dépend de nous. Ça paraît une évidence, mais c'est pas au rugby qu'on allait trouver le vaccin. Donc au moins que les joueurs s'entraînent et se préparent à bien jouer, et puis de préparer l'avenir pour que quand ça reparte, on soit prêt. Donc on va dire que cette année, on va la mettre dans les années blanches, on la classe dans les mauvais crus, et puis surtout on s'y remet pour essayer de faire de celle qui vient un grand cru. Très bien. En plus, j'ai vu que c'est sur l'aspect environnemental. Vous allez bientôt refaire votre pelouse en synthétique. Donc là, il y a pas mal d'activités, d'événements qui sont prévus pour sorte de dépendaison de crémaillère. Ouais, c'est vrai qu'on bascule, c'est un au revoir à notre pelouse, parce qu'il y a pas mal de Lyonnais et des gens d'ailleurs qui ont de beaux souvenirs, que ce soit en rugby, en foot, en athlé. On a eu le pape ou Michael Jackson aussi qui sont passés sur cette pelouse. Donc on dit au revoir à cette pelouse avec tous ceux qui ont fait. Donc c'est vrai qu'on a fait un tournoi de foot dessus, on en a encore un caritatif ce week-end, on a fait les tournois de rugby, on a entraîné toutes les équipes de jeunes, on a accueilli toutes les équipes du comité du Rhône, des moins de 12 ans, pour dire au revoir à cette pelouse. On a joué au golf dessus aussi, on a une after-work lundi, une soirée pour nos abonnés mardi, donc il se passe encore pas mal de choses avant de basculer et de passer au synthétique, effectivement, ce qui nous permettra d'utiliser beaucoup plus cette pelouse, et puis c'est vrai de consommer moins d'eau et moins de produits phytosanitaires aussi. C'est quand même important. Par rapport à ce que tu disais, je ne sais pas si ça a démarré avant ou pendant la crise. Tu me parlais de votre programme RSE, Loup Attitude. Est-ce que c'est lié à la crise? Est-ce que c'est quelque chose qui a été mûri depuis un certain temps? D'ailleurs, peut-être que la régie peut nous mettre une petite slide avec les principales verticales de ce programme. C'est pas forcément lié à la crise, mais c'est vrai que ce qu'on a appelé la Loup Attitude, c'est un peu l'état d'esprit qu'on veut avoir au Loup Rugby. C'est vrai qu'on peut appeler ça notre programme RSE, mais c'est en gros qu'est-ce qu'on a envie d'être au-delà du rugby, qui est bien sûr la partie émergée de l'iceberg et qui est évidemment qui reste l'ADN, le noyau, le cœur de ce qu'on fait au Loup Rugby. C'est évidemment du rugby et l'objectif premier sera toujours de performer au rugby. Mais au-delà de ça, c'est vrai que pendant la crise, on était privé de beaucoup de nos activités. Pour faire simple, on avait le droit de rien faire, de rien vendre et d'accueillir personne. Du coup, c'est vrai qu'on a pu accélérer un peu sur ces thématiques, et très vite, avec les équipes en interne, on s'est dit que cette Loup Attitude est notamment un des 5 piliers, le pilier Loup Green, qui est comment est-ce qu'on peut être un peu plus vertueux, on va dire, un peu moins imparfait sur toute cette dimension écologique. C'était de se dire, essayons de travailler ça. Par essence, on est un club de sport, donc on crée des événements, on accueille du monde, donc forcément, on n'est pas vertueux et on consomme de l'énergie, des déchets, mais de se dire qu'il vaut mieux un imparfait qui existe qu'un parfait qu'on ne peut pas atteindre. Donc on s'apprête à tirer des bords et à essayer d'améliorer un peu cet imparfait. Donc évidemment, le premier pilier, c'est Loup Green, les 4 autres, c'est Loup
citoyens, comment est-ce qu'on peut travailler un petit peu sur l'inclusion et essayer d'avoir une responsabilité vis-à-vis de notre environnement. Ça, pareil, pendant la cruise, c'est vrai qu'on a pu faire des choses comme distribuer des repas. On a eu plus de 1500 paniers étudiants qui sont venus, qu'on a pu distribuer. Lou Santé, ça c'est en partenariat avec le Centre Léon Bérard. Comment est-ce que, grâce à l'activité physique et au rugby, on peut accompagner soit des malades en rémission à reprendre une activité. Voilà, le quatrième pilier, c'est Lou féminin. Comment est-ce qu'on peut faire comprendre que le rugby, ça a une image de gros costauds qui se rentrent dedans, mais c'est aussi féminin tant pour la pratique que pour la passion. Et puis le cinquième, c'est pour ça que ça fait écho à ce qui se disait ici, c'est Lou territoire. Donc évidemment, dans Sport et Territoire, on espère avoir notre place parce qu'on essaye d'avancer là-dessus aussi. C'est quelle responsabilité on peut avoir vis-à-vis de notre environnement et en particulier des clubs alentours, que ce soit les clubs qui sont en Pro D2 ou en National, ou les clubs amateurs jusqu'en 4e série, parce qu'on a tous un objectif commun qui est de faire grandir le rugby d'une manière générale. Et c'est vrai que toute fausse modestie mise au part, on espère être un peu la locomotive du rugby dans le territoire et du coup essayer de faire cette promotion avec tous les clubs qui nous entourent pour notre sport tout simplement. Ok. En tout cas, les aspects extrasportifs, on vous a peut-être octroyé plus de temps pour déployer donc, toutes ces autres initiatives. Exactement. Donc au milieu de cette crise, il y a eu des beaux moments aussi, il y a eu des belles initiatives et le fait de pouvoir accélérer sur Lou Attitude, de se structurer, d'avancer sur Lou Attitude et en particulier sur Lou Green. On est en train de finaliser notre bilan carbone et justement on sera prêt le 7 juillet. Normalement on devrait avoir notre étape 1. Après pour pouvoir décliner un plan d'action. C'est vrai que c'est la crise qui a permis ça parce que comme on a le droit de rien faire d'autre, on a pu y consacrer du temps qu'on aurait dû faire déjà depuis longtemps. Donc au moins prenons les bons côtés de cette crise, prenons-les aussi pour essayer de capitaliser sur ce qui peut aider. Ok, merci Yann. En tout cas, vous en êtes sorti, c'est le plus important, parce que on disait à une époque, beaucoup de clubs de rugby notamment, si ça durait 1 an, beaucoup allaient disparaître. Vous êtes encore là, parce que vous faites partie des gros aussi, mais on peut que se féliciter déjà de ce constat. Oui, on s'adapte, on existe depuis 1896, 125 ans, donc on espère avancer encore un peu. Oui, on passe l'écueil, on maintient le cap, et même si l'année a été difficile, les ambitions et les objectifs du club, eux, n'ont pas changé. Donc on y retourne. Merci beaucoup Yann. D'ailleurs, si tu veux partir, dès que tu veux partir, tu nous quittes. C'est toi qui maîtrises ton agenda. J'ai encore une demi-heure parce que je serais ravi d'entendre un peu. Ça marche. Il n'y a que moi qui parle et je savais ce que j'allais dire. Enfin, je connais bien le loup, du coup, c'est les autres qui m'intéressent. Okay. Merci de l'accueil en tout cas. Merci pour ton témoignage. Le temps file. Patrick Loiseau. On ne se connaît pas encore, on n'a pas eu l'occasion de déjeuner encore ensemble, peut-être que ce sera l'occasion. On a vu le prisme club professionnel, on va partir sur un club, une asso aujourd'hui, le club de badminton, le Badminton Club d'Oulin. Donc Oulin, pour ceux qui ne sont pas de Lyon, c'est juste à côté de Lyon, un petit peu comme Villeurbanne d'ailleurs. Le BACO, c'est ça, c'est une institution du badminton rhodanien. De nombreux espoirs français en sont sortis, comme Delphine Dansac, qui est sélectionnée olympique. Alors qu'il a été aux Jeux de Rio, en fait, qui est parti à Rio aux précédents Jeux olympiques. D'accord. En 2 mots, donc peut-être... La question, c'était comment un petit club, sport, encore médiatisé de façon irrégulière, a vécu à travers cette crise. Et présente-nous un petit peu. Alors, en 2 mots, j'entendais le président du Loup, où le club a 130 ans, peut-être, c'est ça? Non, je n'ai pas calculé précisément, mais nous, on a juste 100 ans de moins, en fait, parce qu'on est né en 1981, donc c'est plus modeste. Voilà, donc 450 adhérents, donc petit, en fait, je dis toujours petit sport et grand club, en fait. C'est-à-dire qu'on fait partie des grands clubs français dans un sport qui n'est pas un sport majeur. Le badminton, en 2 mots, c'est un sport individuel qui se pratique aussi en équipe. Donc on évolue en top 12, donc c'est le plus haut niveau français. Et ça reste effectivement un sport amateur. Peut-être qu'on y reviendra après, mais la crise, ça a révélé aussi cette difficulté, en fait. Comment on a traversé la crise? En 2 temps, en fait. Je dirais une parenthèse l'année dernière, comme beaucoup, je pense, où on n'imaginait pas que tout puisse s'arrêter, en fait, bien au-delà du sport. Et puis c'est reparti finalement, enfin moi j'ai ce souvenir-là en tout cas, c'est reparti assez vite. C'est reparti assez vite avec de l'énergie au mois de mai-juin.
avec de bonnes dispositions pour le mois de septembre. Et là, le deuxième coup d'arrêt qui s'est passé progressivement entre fin septembre, octobre, avec une incertitude, ça commençait à durer. Là, on s'est un petit peu plus enfoncé, en fait. Alors, dans un club qui n'est pas professionnel, malgré le fait qu'on ait des salariés, toute la gouvernance du club, toute l'organisation administrative du club se fait par des bénévoles. Et je crois que peut-être que le point commun entre tous ces clubs, on va dire amateurs, quel que soit le nombre de licenciés, quel que soit le niveau, c'est bien cette gouvernance, cette organisation qui fait que plus on avançait au fil du temps, plus on perdait l'énergie. En fait, l'énergie dans les clubs comme ça, on la trouve au bord des terrains, à rencontrer des gens, à boire un café, à être ensemble sur une compétition. Quand tout ça s'arrête, cette énergie, elle diminue progressivement. Donc on a relancé la machine, là. Voilà, ça fait, je dirais, 2-3 mois. Il a fallu de l'énergie, donc on est prêt à repartir. Et j'espère, par contre, que ça sera la bonne, quoi. Parce que ce serait... je pense que ce serait vraiment... Ça va peut-être être déjà compliqué, mais ce serait encore plus si en septembre, on revivait un scénario peut-être pas similaire à l'année dernière, mais en tout cas... où tout serait pas au beau fixe, quoi. Voilà. Après, financièrement, donc, nous, on n'est pas dans un sport, on le regrette d'ailleurs, en fait. On n'est pas dans un sport où on a des entrées, en fait. Donc déjà, j'allais dire, on est tranquille de ce côté-là. Donc pas de public, pas d'entrée, pas de perte d'argent. Moi, je tiens à remercier quand même les institutions. Je vais parler de ma commune, je vais parler de la métropole, de la région, parce que c'est toutes des institutions qui, dans la plupart du temps, dans la plupart des cas, ont suivi les associations, alors que les subventions sont faites pour aider au fonctionnement. Les institutions n'étaient pas forcément obligées de continuer à nous donner leurs subventions. Elles l'ont fait, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne veux pas affirmer ça pour tous les sports, pour tous les clubs amateurs, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de clubs amateurs qui soient dans des difficultés financières importantes, en tout cas, me semble-t-il. Donc nous, par exemple, on n'a pas tout à fait fait le bilan, mais ça ne sera pas de toute façon catastrophique, et on s'en remettra, quoi. Voilà, après, juste un dernier point sur la pratique. Le badminton, en fait, le sport professionnel en France, il est encadré par des ligues professionnelles, comme le rugby. Il est reconnu aussi par des... Si on va sur le site du ministère des Sports, en fait, c'est aussi reconnu par le fait que des gens vivent de leur sport, en fait, dans des pratiques qui ne sont pas encadrées par des ligues professionnelles. Et nous, on aurait espéré pouvoir continuer à jouer en top 12. On n'a pas pu le faire au mois d'octobre-novembre, puisque notre championnat a été arrêté. Et ça a été vraiment... alors pour le coup, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir relancer, ça. Ça a été un frein. Je pense surtout aux sportifs, en fait, eux-mêmes. Dans notre sport, même si les sommes d'argent sont moindres, les gens s'investissent, et ça très jeune, en fait, ont un projet autour de leur sport. Et cette reconnaissance qui n'a pas eu lieu, je pense qu'elle est difficile à vivre pour les sportifs, en fait. Voilà, essentiellement pour les sportifs. Voilà en quelques mots, et puis je ne sais pas si... Niveau licencié, je pense que c'est ce qui... Est-ce que ça, les prochains mois, tu le disais, on sait que c'est reparti, on ne sait pas quand ça va repartir. Est-ce que les gens veulent garder leur licence? Est-ce qu'ils veulent des compensations, remboursements? Est-ce qu'ils veulent une autre approche? Alors, au mois de l'an dernier, donc je reparle toujours de l'an dernier, on a fini la saison, on n'a fait absolument aucune compensation sur les licences parce qu'il y avait de la dynamique, parce que c'était la fin de saison. Là, les gens se sont relicenciés on a eu 20% de pertes au mois de septembre. Donc j'ai envie de dire, on se frottait les mains, quoi, parce qu'ils s'étaient relicenciés. En fait, début octobre, ils arrêtaient tout, quoi. Donc moi, ça n'a pas été mon sentiment que de me frotter les mains. Donc nous, on a fait le choix de rembourser nos licenciés, en fait, sur la pratique. C'est-à-dire que globalement, ils ont payé 10% du prix de leur... Alors on parle de licenciés adhérents, il faut un petit peu faire attention. Ils ont payé 10% de leur adhésion, en sachant que notre fédération, elle, n'a pas eu la capacité à pouvoir rembourser la part fédérale. Donc ça a été aussi, ça a créé une distension, je pense, entre les clubs, je le dis ici, entre les clubs et la fédération. Nous, on adhère pleinement au projet fédéral. Des sports comme le nôtre, ils ont besoin de leur fédération, ils ont besoin de cette organisation-là. Voilà, nous, on y croit. Ça a mis en avant aussi le fait que nos licenciés à nous... Je vais prendre un exemple concret. Quand on a fait récemment ces remboursements,
Il y a des gens qui nous parlent de « je viens chercher mon chèque pour l'abonnement » en fait. Donc là, je me dis que dans le projet futur, et c'est écrit dans le projet futur, cette notion d'engagement en fait. D'engagement, c'est-à-dire que même si aujourd'hui dans notre sport, et je crois que dans les clubs, il y a des gens qui viennent simplement chercher à avoir une pratique sportive, mais je ne pense pas qu'on puisse se passer de leur expliquer en tout cas qu'ils adhèrent à une association, que même si leur pratique à eux, elle est limitée à leur pratique, on ne leur demande pas forcément autre chose, mais malgré tout, ils adhèrent quand même à un projet. Donc voilà, pour septembre, je n'ai pas d'idée là. Je pense que les changements peuvent être profonds au sein de chacun d'entre nous. Il suffit de réfléchir à notre propre vie aujourd'hui. Est-ce que demain, on reprendra les mêmes activités ? Voilà, il faut relancer la machine. J'ai envie de dire qu'on verra, quoi. Je suis un petit peu plus inquiet pour le sport fédéral en général, quoi. Et voilà, dans le modèle notamment futur qui se dessine pour la pratique sportive. Ok, donc c'est une question de mentalité. Au-delà d'avoir des initiatives, des nouvelles façons de faire adhérer, c'est surtout l'état d'esprit des Français et des sportifs qui va prévaloir, quoi. Personnellement, par exemple, au travers de cette crise, je ne sais pas si c'est... Moi, j'ai personnellement réalisé qu'on était... Alors, ce que je vais dire, ça peut paraître qu'on est inséré dans un territoire, en fait. Quand je parle de territoire, je parle de commune. D'ailleurs, je voulais juste revenir sur ce point-là. Badminton Club d'Oulin, mais en fait, on travaille sur l'intercommunalité avec Pierre-Bénite, avec Francheville, avec Saint-Genis-Laval. Aujourd'hui, avec Saint-Genis-Laval, demain, j'espère, parce qu'on est un petit peu en pourparlers. C'est un vrai sens, en fait. Cette notion de territoire, le badminton, c'est un sport qui a explosé dans les années 2000. En 10 ans, il y a 200 000 licenciés aujourd'hui, donc ça reste une fédération entre guillemets modeste, mais quand même relativement conséquente, avec beaucoup de pratiquants au collège, en lycée. Voilà, donc le projet... notre projet, nous, a évolué, puisque on s'adressait, en fait, avant, les gens venaient jouer librement, et puis nous, on était centrés sur l'aspect un petit peu performance. Les besoins sont tout autres. Les gens, ils ont besoin d'autre chose. On a besoin d'intégrer de la diversité. Alors, on s'est déjà orienté vers les activités physiques adaptées en maison de retraite, en EHPAD. C'est des choses qu'on va développer encore l'année prochaine. Donc, il y a des choses qui ont pris forme, là, peut-être un petit peu. Et ce qu'on aimerait aussi, en fait, c'est pouvoir, alors sans dire devenir un sport professionnel, mais pouvoir aussi trouver des partenaires pour faire vivre le sport de haut niveau, qui est qui permet, en fait, simplement, enfin, je le redis, qui permet aux sportifs de croire en leur sport, parce que dans n'importe quelle discipline, se lever tous les matins et s'entraîner et je veux dire souffrir à l'entraînement, c'est ce que tous les sportifs font, quoi, quand ils veulent être les meilleurs, en fait. Bon, en tout cas, on espère que l'avenir du BACO sera aussi bon et qu'il va reprendre avec la reprise à la rentrée, en tout cas. C'est tout ce qu'on te souhaite, ce qu'on vous souhaite à l'ASSO. Merci en tout cas, Patrick. Merci. Alors, on pourrait parler des heures, hein, c'est toujours très intéressant, mais on va également passer à Xavier Fabre. Alors Xavier Fabre, directeur des sports de Villeurbanne, comme je disais, vice-président de l'Andis et président de l'Andis Auvergne-Rhône-Alpes. Donc tu as différentes casquettes de formateur chez Focal Lyon, au CNFPT Rhône-Alpes et pour la PELS. Bon, voilà, en tout cas, comme je disais, c'est pas mal de casquettes et c'est très intéressant. Xavier, est-ce que tu peux nous livrer ton témoignage sur la crise et avant ça, nous rappeler ce qu'est l'Andis. Rappelle-nous la mission de l'Andis. Alors l'Andis, c'est comme toi, c'est une association d'intervenants des installations sportives et des services des sports. On est 700 en France, on est répartis par région. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes, la plus grosse, on est 115 adhérents. Donc on a des collègues qui sont ici présents et on se réunit régulièrement 4 à 5 fois par an sur des thématiques comme vous le faites aussi, et ce serait intéressant qu'on organise une ensemble, sur des thématiques autour des politiques publiques sportives, autour du sport de haut niveau, etc. etc. Voilà, et en particulier sur les collectivités, on a passé une crise assez exceptionnelle, où les collectivités, elles doivent à la fois répondre au sport de haut niveau,
sur des publics prioritaires. Elles doivent répondre aussi au sport amateur, semi-pro. On doit répondre aussi à toute la population, au public éloigné des pratiques. On doit aussi répondre au soutien des associations, mais aussi on doit répondre à un certain nombre d'acteurs qui sont sur le territoire, qui est le milieu économique, qui est un certain nombre de choses. Et donc pour une collectivité comme la nôtre, 150 000 habitants, il a fallu qu'on restructure notre organisation. C'est-à-dire qu'il y avait des missions qui n'étaient absolument plus prioritaires, dont le sport, qui n'était plus prioritaire. Et donc il a fallu que notre structure, direction du sport, qui représente 250 agents, on reprenne une organisation un peu différente et on est allé en soutien des maisons de retraite, du portage de repas, des écoles, du CCAS, des maisons de retraite, etc., etc. Ce qui fait que, en termes de management, il a fallu que les agents de la collectivité, en particulier ceux du sport, s'adaptent à de nouvelles organisations. Ce qui était aussi assez important sur cette période, c'est qu'il a fallu qu'on reste malgré tout un soutien du secteur sportif. C'est-à-dire qu'il fallait que notre objectif, c'était de rester en contact avec toutes les associations de notre territoire, en leur apportant toutes les nouvelles dispositions, parce que c'était assez complexe, toutes les données qui étaient données par l'État, à la fois sur le remboursement de certaines actions, etc., etc., etc. Et donc, on était en lien avec les acteurs associatifs pour leur donner tous ces éléments régulièrement. Et on rentrait aussi en contact avec eux pour savoir s'ils avaient des difficultés prioritaires. Voilà. Un autre aspect qui était aussi complexe, c'était le sport de haut niveau, puisque à Villeurbanne, il n'y a qu'un sport, en fait, c'est le basket. Il n'y a qu'une activité. Je l'ai mentionné, et pas juste oui, le non, 20e titre. Il y a aussi le stade métropolitain de rugby. Non, on a 250 associations sportives sur Villeurbanne. Asvel, 20e titre de champion. 20e titre, oui. Toulouse, 21e en rugby. Bon, voilà, on croise les doigts pour le loup, mais beau club. Ouais, j'ai eu 2 titres dans le week-end, en fait. Je suis toulousain, c'est pour ça. Pas mal. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il a fallu aussi permettre au sport de haut niveau de continuer à pratiquer leur activité. Et de l'autre côté, il fallait expliquer aux sports amateurs qu'eux ne pouvaient pas pratiquer. Et donc, ça a été aussi des discussions, des temps d'échange qui étaient importants. Et ça, pour une collectivité, c'est peut-être que vous ne le voyez pas, mais on est toujours... on est un peu le fusible, quoi. C'est-à-dire qu'on va chercher les éléments, on en donne à d'autres, on dit non, vous ne mettez pas là, mais pourquoi ils le font, etc., etc. Et donc, c'est assez complexe. Par contre, ce qui était important aussi pour une ville, c'était de continuer à soutenir le milieu associatif, puisque la ville, elle a, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, on a continué à verser les subventions pour leur permettre de passer ce cap. Et effectivement, l'étude qu'on a faite sur les 250 associations villeurbanaises montre que certaines sont un peu en difficulté financière, voilà, mais la plupart passent le cap avec les aides effectivement de la métropole, de la région et de la ville. Voilà. Par contre, il y a certaines associations qui, elles, auront beaucoup de difficultés pour repartir. En particulier, il y a des activités comme la gymnastique volontaire, où là, on a pris la main sur cette activité-là pour essayer de redynamiser ce secteur-là. Parce qu'on s'aperçoit que les associations sont, entre guillemets, je vais mettre un petit guillemet, vieillissantes, et qu'il faut qu'on les aide à se restructurer et à redynamiser. Voilà. J'imagine qu'il y a un déficit entre quand on parle de l'Asvel ou d'un petit club qui au final au niveau local a besoin de plus d'aide que l'Asvel. Vous, comment vous arbitrez quand on est la 19e ville de France à côté de la 3e Lyon, comment on gère ce delta entre les organismes ? Il y a d'autres collègues qui l'ont aussi ici présents, mais sur le budget de la direction du sport de Villeurbanne, 90% du budget part sur le secteur amateur. On a à peu près 10% sur le secteur pro. Dans le secteur pro, on prend le stade métropolitain, puisqu'ils ont une structure, le rugby à 13 et le basket. Mais tout le reste, tous les investissements que l'on fait, tout l'entretien, la maintenance des installations, les subventions, part sur le secteur amateur.
On peut avoir une idée du budget ou pas? Une fourchette? Le budget à la direction du sport de Villeurbanne, c'est exemple 15 millions d'euros. 15 millions, ok. Voilà, et c'est 58 millions d'investissements sur le mandat. Ok. Ce qui est aussi important, on a aussi souhaité pendant la crise soutenir dans le cadre du sport santé, puisqu'on a une action qui est, comme certaines autres collectivités, on a du sport sur ordonnance, donc c'est quelque chose qu'on a continué de fonctionner. On a aussi sport santé dans différentes activités, que ce soit le basket, que ce soit le handball, la natation, le rugby à 13, l'athlétisme. Ces actions-là ont pu continuer à fonctionner. Voilà. Donc on a ciblé aussi des publics qui étaient prioritaires, mais très éloignés des pratiques. Ok. Et en termes de grands événements, est-ce que par rapport justement à Lyon, est-ce que il y a peut-être un sujet, donc on va peut-être laisser un peu de suspense. Mais est-ce qu'il y a des choses de prévues sur Villeurbanne à horizon avant les JO? Est-ce qu'il y a des grandes compétitions de prévues? Alors, les grandes compétitions, elles sont sur Lyon. Voilà, puisque c'est la grande ville, en fait. Mes élus seraient moins contents, mais on est un petit quartier de Lyon, mais on est 150 000 habitants. Mais ce qu'il y a, c'est que non, les grosses compétitions, c'est surtout sur Lyon. C'est pas trop sur Villeurbanne et c'est pas notre objectif. L'objectif, c'est de toucher le plus grand nombre d'habitants villeurbanais pour de la pratique physique et sportive. Ok. Et l'objectif à court, moyen terme aujourd'hui de la direction des sports de Villeurbanne, aujourd'hui les priorités, des priorités? Donc la première priorité, c'est continuer les investissements que l'on a engagés et qu'on va développer, surtout les équipements de proximité pour de la pratique libre, où on était un peu en retard par rapport à d'autres territoires. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est de continuer à aller au plus près des publics éloignés des pratiques, c'est-à-dire d'aller chercher des gens qui ne pratiquent pas l'activité physique et sportive et de les amener soit dans les clubs, soit dans une structure qu'on va mettre en œuvre sur ce mandat-là, qui sera l'Institut sportif de Villeurbanne, où on va aller chercher des personnes dans les différents quartiers, on va dire, de la ville, pour leur faire de la pratique physique et sportive. Voilà, en lien avec les différents clubs villeurbanais. Ok, très bien. Merci en tout cas pour ton témoignage. De toute façon, tu restes pendant 2 jours avec nous, Xavier? Ou pas. En tout cas, on aura l'occasion, vous le connaissez, ceux qui veulent discuter avec lui après auront tout le loisir de le faire. En tout cas, merci pour ton témoignage et ta présence. Tu peux y aller, Yann, il n'y a pas de problème. Pardon encore. Merci à toi, allez, à bientôt. Fais-nous une belle équipe. Alors, on va passer à Thomas Audy. Je vois qu'on est dans les temps, ça se passe bien. Alors Thomas, pareil, donc on s'est rencontrés à l'occasion d'un apéro réseau Sport Connect Lyon, comme quoi, voilà, tu as rapidement adhéré. Tu m'as parlé de ton projet, on s'est rencontrés dans ton lieu, donc où tu as mis de lourds investissements. C'est vraiment un superbe lieu pour la pratique du VTT indoor. Et on commence à parler de faire un apéro réseau dans tes locaux. Et patatras, mars 2020, tout s'écroule. Et donc forcément, j'ai pensé à toi, voilà, tous les lieux indoor qui ont dû fermer. Alors que, comme me disait Yves Benita, on n'a jamais eu besoin autant de sport que pendant cette période, eh bien, on ne pouvait pas forcément le pratiquer. Toi, comment tu l'as vécu en tant qu'infrastructure sportive? On avait eu l'occasion d'en parler lors d'une visio Click and Connect pour faire un état des lieux du sport en Rhône-Alpes, en tout cas dans le Rhône et à Lyon. Je sais que voilà, écoute, tu t'es naturel optimiste, mais c'est vrai que c'était un peu dur. Et quand on voit pas le bout du tunnel, c'était difficile d'avoir des vraies réponses. Tu avais surtout des problèmes, notamment quand on loue un lieu avec des charges fixes qu'on nous réclame chaque mois et qu'on ne peut pas forcément régler. Voilà. Est-ce que tu peux nous apporter ton éclairage personnel sur la vie de WeRide depuis sa création et la crise? Écoute, je déconseille fortement la création d'entreprises dans un contexte de crise sanitaire. Merci. Donc effectivement, merci pour la présentation. Effectivement, WeRide, j'ai créé ça avec un associé. On est une structure privée par rapport au milieu associatif là, qui s'est exprimé. Et donc je vais parler un peu capital, parce que c'est la réalité de l'entreprise. Donc on est 2 associés qui avons donc développé ce concept-là courant 2018 avec une ouverture en octobre 2018. Donc on a repris
C'est pas une friche industrielle, c'était un ancien bâtiment, une ancienne usine du groupe ArcelorMittal. Donc un bâtiment de 7000 m². Donc vous imaginez les charges, même si on n'est pas place Bellecour, on est implanté sur une zone industrielle à Vaux-en-Velin. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 200 000 € de loyer annuel. Donc il faut faire quand même beaucoup de vélos avant de pouvoir rembourser ne serait-ce que le loyer, et c'est qu'une partie des charges fixes. Donc on a ouvert ça en octobre 2018 avec l'objectif d'accueillir vraiment tous les publics. C'est-à-dire, je pense que notre plus jeune client, il doit avoir 1 an et demi sur sa petite draisienne, là, les vélos sans pédale. Et à l'opposé, on a aussi l'équipe de France de BMX Freestyle, donc qui est une des nouvelles disciplines olympiques qui sera dans quelques mois à Tokyo et dans quelques années à Paris. Donc sur des mêmes infrastructures, on accueille ce large spectre de clients très, très familiaux, mais également compétiteurs. WeRide, ça a vu le jour, évidemment, avec la coordination ou la mise en musique de pas mal d'acteurs, avec tout d'abord le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque en tant que structure privée, on a mis en place des dispositifs spécifiques vis-à-vis du monde associatif et notamment vis-à-vis des clubs qui sont affiliés Fédération française de cyclisme, mais également pour les centres de loisirs, les MJC. Moi, j'ai travaillé plusieurs années en direction de mission pour Handicap International, donc on a aussi mis en place une accessibilité spécifique pour des enfants ou des adultes en situation de handicap. On accueille également des jeunes en réinsertion ou même qui sont encore en milieu carcéral et qui font des sorties chez nous, histoire de se changer un peu les idées. Donc on a tout ce spectre très très large. Et puis WeRide, c'est donc un parc sportif indoor, mais c'est également un bar, c'est un restaurant, ce sont des salles de réunion pour accueillir les entreprises. On organise des anniversaires, on organise des événements, etc., etc. Donc ça, c'était le business plan. Et puis on avait un beau fichier Excel avec évidemment un chiffre d'affaires qui fait comme ça. On est tous millionnaires quand on fait une entreprise avec Excel. Et donc octobre 2018, ouverture. 2019, je dirais progression, forte adhésion du public. Et puis, comme tu l'as dit, début 2020, donc il y aura bientôt 1 an, presque et demi, Covid. Donc là, évidemment, on serre la vis, on serre tout ce qu'on peut. Alors là, je vais faire quand même une grosse parenthèse. En ces temps d'abstention massive, je ne vais pas faire politique, mais juste pour recentrer un tout petit peu ce que c'est que l'État. Si l'État n'existait pas, je ne serais pas là. Si l'Europe n'existait pas là, je ne serais pas là. C'est-à-dire qu'avec la mise en place des dispositifs d'aide, alors évidemment, courant 2020, c'était très très loin du compte, puisqu'on a eu 1 500 €, et puis après c'est passé à 10 000 € par mois. Mais ça permet de survivre. On a mis la perfusion, là, et puis on a fait ce qu'on pouvait pour négocier avec les services, le service des impôts des entreprises sur la taxe foncière, avec le bailleur, donc le propriétaire, sur le loyer, avec la banque sur les mensualités, et avec tous nos créanciers, en disant on va tenir, mais laissez-nous au moins juste respirer. Et puis sur l'année 2021, là, depuis le début de l'année, on a bénéficié d'un autre dispositif avec 90% avec la prise en charge de 90% des frais fixes. Donc là, on respire un petit peu mieux. C'est toujours pas suffisant, mais en tout cas, ça nous a permis de survivre. Donc ça, c'était quand même important de le souligner. C'est qu'en France, on a quand même ces amortisseurs qui sont peut-être pas uniques au monde, mais en tout cas qui ont permis à énormément d'acteurs comme nous, comme WeRide, de survivre. Donc l'année dernière, oui, on a survécu. Ce qui a été très difficile, et tu l'as évoqué, c'est cette espèce de baisse de motivation quand tu sais pas combien, cette espèce de long tunnel. Tu sais pas quand ça va reprendre, donc tu gardes le contact avec tes employés. On est 2 associés, puis après on a 4 salariés. Donc c'est une toute petite entreprise. On garde le contact avec nos clients. On a un peu plus de 130, 140 gamins qui sont inscrits au club à l'année. Donc c'est pas un club, on est partenaire de la fédération de cyclisme, mais c'est pas un club au sens club associatif. Et là on a des clients formidables, c'est-à-dire qu'on a eu un parent qui a vraiment dit je suis désolé, voilà, ça va être compliqué, est-ce que vous pouvez me rembourser une partie? Et sinon tous les autres ont accepté de ce qu'on leur a proposé, c'est-à-dire grâce au soutien aussi des autres structures de vélo autour de Lyon. Je vais citer notamment le club de BMX de Bénaud, qui est pas très loin de chez nous, qui nous a accueillis. Et donc notre moniteur a fait comme ça des sorties avec les gamins en extérieur. Ça va m'amener à un autre sujet sur la place du sport en France, où peut-être qu'on pourrait y passer, on va prendre 3 jours pour en parler. Mais juste, je termine là-dessus. Donc on a pu quand même animer des séances en extérieur, et ça nous a permis de garder le contact avec les gamins, avec les parents. Et là, ça m'amène à une vraie question, et ça a fait l'objet d'un post, je suis assez actif sur LinkedIn, et j'ai posé une question qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux, en me posant la question qui était vraiment sans arrière-pensée, et sans jugement ni quoi que ce soit, c'était simplement la place du sport en France. On nous a, malgré de nombreuses tentatives auprès de la préfecture, auprès des différentes collectivités, de la jeunesse et sport,
en leur expliquant que j'ai 7000 m² avec plus haut de plafond qu'ici, et donc en expliquant qu'on pourrait peut-être accueillir des petits groupes d'une dizaine de gamins sur des créneaux très spécifiques avec tout ce que vous pouvez imaginer comme protocole sanitaire, mais au moins que les gamins fassent du sport. Vous regardez là actuellement depuis 12h30 midi sur la page d'accueil du journal Les Échos en ligne, il y a un article sur une étude sur la santé des enfants en France, entre 5 et 10 kg de prise de poids et 30 à 40% de perte de capacité cognitive. C'est-à-dire que les gamins, au lieu d'être un esprit sain dans un corps sain, ils ont eu un esprit perturbé dans un corps malmené. Ils ont fait du TikTok, du Instagram, etc., etc. Donc ma position, c'était de dire, on a des infrastructures, on est des professionnels du sport, on doit être capable de respecter un certain nombre de choses, et donc de continuer à faire du sport. Et donc ma question, ça a été de dire, en fait, parmi nos élus, donc maires, préfets, DIRCAB, députés, sénateurs, ministres, combien font vraiment du sport et combien sont pleinement conscients des vertus du sport. Parce que c'est pas le tout d'annoncer, tout à l'heure ça a été très bien expliqué par le vice-président de la métropole, la place du sport, le sport bien-être, le sport santé, mais derrière il faut que ça se traduise dans les faits. Et aujourd'hui, regardez vraiment la place du sport. Moi, ma fille de 13 ans qui est dans un collège public, enfin peu importe, l'EPS pendant de longs mois, ça a été d'aller marcher avec le masque sur les quais de la Saône. Donc ça interroge vraiment. C'est une vraie interrogation que j'ai eue durant ce confinement. Bref, aujourd'hui, on a réouvert. On a réouvert en dents de scie au mois de mai avec les mineurs, donc sans l'activité bar-restauration. Et puis là, depuis le début du mois de juin, à 100%, avec quand même tout un tas de contraintes, évidemment, toujours présentes sur le respect des règles sanitaires, évidemment. On sent que les gamins sont contents de revenir, on sent que les parents nous ont régulièrement sur les réseaux sociaux dit que tout le monde était très impatient de retrouver une vie normale et de retrouver l'activité sportive. L'interrogation maintenant, ça va être de passer l'été, et puis on verra à la rentrée, avec évidemment cette grande inconnue et inquiétude sur le Delta et sur ce que personne ne souhaite d'un éventuel match retour. Dernière chose, sur ce que ça a accéléré dans la vie de mon entreprise, et je terminerai là-dessus, puis du coup c'est un scoop, parce que le communiqué n'est pas sorti encore. Dans la vie d'une entreprise, sur une entreprise privée, une entreprise a besoin de capitaux, de trésorerie pour faire fonctionner, pour payer les charges, etc. Puis en face, normalement, on a des recettes. Et donc, comme l'a expliqué Yann, en face, on n'avait pas beaucoup de recettes pendant un an. Donc ça a accéléré une étape importante dans le développement d'une entreprise qui est la recherche de nouveaux actionnaires ou de nouveaux investisseurs ou de nouveaux associés ou de nouveaux partenaires. Et donc on a très fortement accéléré l'année dernière. J'ai rencontré beaucoup de monde, que ce soit des fonds d'investissement ou d'autres dirigeants de structures de sport, pour aboutir il y a quelques semaines à la signature. Et donc, t'as vu ça le teasing ? Et WeRide va rejoindre le groupe UCPA Sport Loisirs. On intègre l'UCPA sur un super projet. On ne peut pas faire mieux d'un point de vue ADN. Le premier rendez-vous que j'ai fait, c'était au mois d'août l'année dernière à Paris. Et très rapidement, on a mis sur la table, et j'avais vraiment l'impression de comparer deux feuilles de route excessivement similaires, notamment sur tout ce qui est l'univers du vélo sous toutes ses facettes. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais donc ça, c'est la perspective aujourd'hui pour mon entreprise. C'est déjà une sérénité sur la pérennité de l'entreprise et des emplois et de ce qu'on veut proposer, et la capacité de le développer et peut-être de l'intégrer dans d'autres structures du groupe UCPA dans l'avenir. Ça, merci beaucoup Thomas. Ça justement, c'est un gage de sérénité comme tu dis, mais ça c'est par rapport à tout le fameux mot résilience dont on a tous fait preuve. En même temps, quand on n'a pas le choix, on va pas se jeter d'un pont. C'est bien d'avancer. Mais toi justement, se rapprocher du CPA, c'est quelque chose auquel tu n'aurais jamais pensé si tu n'avais pas été mis au pied du mur. Ça serait venu dans les réflexions, c'est-à-dire qu'il y a je suis pas une salle d'escalade, donc je pas, c'est pas comme différents groupes. Enfin, il y aura pas 50 WeRide en France, là où il y a déjà probablement plus de 50 salles d'escalade. Donc la question de la franchise ou du développement ou de l'ouverture de nouvelles salles se posait. J'avais des franchises, des foncières immobilières qui m'appelaient en disant voilà, on va construire un nouveau complexe, est-ce que ça vous intéresserait d'être présent à tel endroit, etc. C'était pas mon ambition. Par contre, de se donner les moyens en marketing, en communication, en création de produits sportifs multifacettes, de création de liens entre Lyon et la montagne,
Donc quand je listais tout ça, quand je faisais un peu mon brainstorming sur ce qui était envisageable, commençait déjà à émerger, pour les citer, il y a Decathlon aussi qui a une stratégie de développement au-delà du retail, d'offrir beaucoup de services à ses clients. Donc c'est des entreprises comme ça, je me disais, mais c'est beau de l'extérieur et ça pourrait être sympa, ça pourrait être une belle histoire que de se rapprocher de cette entreprise-là. Et donc oui, ça l'a accéléré. Ça l'a accéléré l'année dernière. Il fallait trouver des solutions par le haut plutôt que de survivre comme ça. Enfin bref, c'était une des pistes. Et le fait est que ça a très vite fonctionné dans les échanges et qu'on est devenu très sérieux dans les discussions. Ouais. Ok, merci. Moi, j'avais une petite question par rapport notamment à toute cette sérénité financière, cette fois-ci, par rapport à toutes les démarches auprès des collectivités, l'État, etc. Est-ce que tu as estimé être bien entouré, bien accompagné? Est-ce que c'était clair? Est-ce que dans ton parcours, dans le parcours du combattant, de tous ceux qui étaient entrepreneurs qui avaient un commerce, un business, est-ce que tu as estimé avancer à la lampe torche ou avec... Enfin, il faut prendre le temps, mais comme pour monter une boîte ou comme pour gérer une association, enfin pour gérer sa vie, j'en sais rien, il faut être un peu organisé. Donc, j'ai envie de dire, quelqu'un qui prenait le temps de lire différents articles, que ce soit sur le ministère des Finances et les différentes publications, arrivait à peu près à s'en sortir. Et ensuite, on avait la confirmation par notre cabinet comptable. Là où c'était un peu plus... Je vais mettre un petit carton jaune, là, vu qu'on est en période sportive footballistique. C'était plus les communications, peut-être de côté jeunesse et sport, où c'était soit relativement inaudible, soit assez compliqué à comprendre sur j'ai le droit de faire du vélo, mais je peux sortir, mais il faut se garder 4 mètres entre... Enfin, encore une fois, combien de nos chers décideurs pratiquent vraiment ces sports-là? C'est-à-dire qu'il y a eu des décisions qui ont été prises, ou de l'absence de décision, ou alors Madame la ministre avait très peu de poids dans les discussions face à la santé et au Premier ministre. En tout cas, le résultat était que le sport était vraiment tout en bas des priorités. Et donc voilà, c'était plus difficile pour nous de savoir exactement est-ce que j'ai le droit d'accueillir les mineurs, à partir de combien, à partir de quel âge, est-ce qu'ils auront le droit de rouler avec, sans le masque, est-ce qu'il a le droit de prendre un verre d'eau au bar, ou est-ce qu'il faut que je mette des banderoles un peu comme dans les grandes surfaces. Enfin, voilà, après, évidemment, situation de crise, avec une gestion au quotidien qui devait être évidemment très très difficile pour les décideurs. Ouais. Mais du coup difficile aussi pour les gérants d'entreprise. Encore plus sport indoor, parce que même outdoor, c'était pas forcément simple. Tout ce qui est trail, marathon et autres courses n'ont pas pu véritablement s'exprimer pendant un long moment, mais ça pourrait faire l'objet d'un autre forum, sinon on peut passer plusieurs heures dessus. Avant de donner la parole à Fabrice, j'avais une petite... tout à l'heure, tu parlais des études. Des études sur lesquelles se basent les politiques, les décideurs, etc. On a vu des études publiées à tour de bras sur le sport, la contamination, la distanciation, etc. Au final, est-ce qu'il faut les croire, ces études? Oui, enfin, ça c'est aussi un des sujets qui m'intéressait. Enfin, j'ai une formation scientifique, donc j'ai lu. C'est un des rares avantages de cette crise, c'est que j'ai eu le temps de lire beaucoup de choses. Et je me souviens vraiment de cette étude. Je ne sais plus si elle est britannique. Il y en a eu beaucoup en Angleterre et beaucoup aux États-Unis. 2 personnes qui arrivent aux urgences en stade Covid avancé. L'une pratique du sport relativement régulièrement, l'autre pas du tout. Bah, évidemment, il y en a une qui va ressortir beaucoup plus vite des urgences. Mais ça, c'est ultra documenté. Ce sont des méta-études, c'est-à-dire que c'est le croisement de nombreuses études qui, au final, évidemment, donnent toutes la même conclusion. Donc, le sport santé, le sport bien-être, un esprit sain dans un corps sain, etc. Tout ça, ça fait très longtemps qu'on le sait. Et là, particulièrement dans ce contexte de crise, ça a été extrêmement bien documenté. Maintenant, la vraie question, et je reviens à ce que je disais il y a 10 minutes, c'est quelle est la place du sport dans notre société? Elle doit être centrale. Et quand on voit... Moi, j'étais parent d'élèves, j'ai assisté à des conseils de classe où le prof de PS, on lui donne à peine la parole. Donc ça dépend forcément de certains collèges où il aura une place plus importante que dans d'autres. Mais quelle est la place du sport? Et là, pendant un an, on a tout arrêté ou quasi tout arrêté, même du sport en extérieur. Enfin, il y avait beaucoup d'aberrations comme ça qui nous faisaient hurler. On échangeait beaucoup avec les autres gérants de salles de sport ou même de loisirs indoor. Et c'était assez incompréhensible. Là où, encore une fois, scientifiquement, tout un tas de choses étaient démontrées. Et ça interroge aussi sur la décentralisation, parce que les réponses que j'avais à la préfecture ou à la jeunesse et sport, à Lyon, c'était « Ah ben non, mais c'est une décision centrale du ministère de la Santé, on ne peut rien faire ». Dans ces cas-là, à quoi sert une préfecture? À quoi sert pourquoi on n'a pas réussi à
adapté sur les territoires, alors que la crise était différente entre ce qui se passait dans le Finistère et ce qui se passait ici à Lyon. Voilà. Plein de questions. Effectivement. En tout cas, merci. Alors, donc, toi, tu vas... vous pouvez. Voilà. On boit tes paroles, Thomas. On pourrait rester là toute la nuit, mais il y a un superbe Suède-Ukraine vers 21h. On ne peut pas le rater. Mais en tout cas, je voulais juste... voilà, donc toi, tu vas à la reprise depuis quelques mois. L'été, pour les sports indoor, avec la désertification des métropoles, c'est pas forcément le meilleur des moments, sauf pour certaines. On attend la rentrée. Ouais. Voilà. Sauf pour certains, voilà, les piscines municipales, etc. Hein, ça c'est au niveau des collectivités. Mais en tout cas, on espère que ça va repartir comme en 14, comme on dit, et qu'on se verra l'an prochain pour fêter le millionième membre de We Ride. En tout cas, merci Thomas. Fabrice, on continue notre tour d'horizon des corporations. Voilà, donc club pro, club amateur, collectivité, infrastructure sportive, maintenant agence d'activation, agence de marketing sportif, on peut le dire aussi. C'est ça. Fabrice Marcelier, directeur général, membre Sport Connect aussi. Donc merci de nous faire confiance. Voilà, tu as œuvré activement pendant ces dernières années aussi. Comment les agences de marketing sportif, et là il y en a pas mal dans la salle, comment vit-on la crise, comment prépare-t-on l'avenir quand on ne peut rien faire? Alors tout dépend déjà de quel secteur et quelle activité on met en place en tant qu'agence de marketing. Nous, il faut dire qu'on est un peu à la corrélation de plein de mauvaises choses dans cette crise-là. On a pour mission de mettre en lien les gens, les spectateurs avec les partenaires, les spectateurs avec les détenteurs de droits, et d'animer tout ça. Puisqu'on est une agence d'activation tout à l'heure on utilisait le mot phygital, nous sur la partie phygital on est plutôt sur le physique. Donc on a des dispositifs qui relient le physique et le digital, mais pour autant notre credo c'est vraiment de l'humain au centre du dispositif d'activation. Donc nos clients ce sont les détenteurs de droits, ça peut être les clubs de rugby, ça peut être les clubs amateurs, c'est également les collectivités. On a des prestataires comme les salles de sport qui font des événementiels et qui font appel à nos services aussi pour mettre un petit peu la sauce autour de tout ça. Donc tous ces secteurs-là forcément se sont retrouvés à l'arrêt. Donc nous on a perdu sur l'année, on a perdu entre 75 et 80% du chiffre d'affaires. Donc je te rejoins par contre sur la partie on est en France et tant mieux. Parce qu'effectivement, on a été, et c'est pour ça qu'on est toujours en vie, on a été suffisamment soutenu entre les dispositifs de chômage partiel, le fonds de solidarité, les décalements de charges, etc. etc. Ça nous a permis de garder la tête hors de l'eau pendant toute cette période-là. On a l'avantage également que nos clients historiques, comme le sont la Fédération française de basket par exemple, ont continué de nous dire dès qu'on peut rattaquer, les premiers qu'on appelle, c'est vous pour pouvoir remettre de la dynamique là-dedans. Donc le seul truc, et tu l'évoquais aussi tout à l'heure, c'est où est l'horizon. Donc l'horizon, on l'a vu à un moment, l'horizon c'est un point qu'on n'atteint jamais par définition, mais le bout du tunnel, là on commence à espérer le voir. Donc c'est compliqué déjà de vivre la situation et de se dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se réinvente? Mais se réinventer dans notre métier à nous, c'était pour relier les gens le digital. Et le digital, il y a tellement d'acteurs qui sont compétents, pertinents et qui sont habituellement nos prestataires en l'occurrence, qu'on s'est dit c'est pas forcément l'objectif. Donc on en a profité pour réfléchir et développer d'autres typologies d'événementiels, et notamment dans la partie golf, puisque quelque part le golf était un petit peu préservé sur la pratique. C'est très Covid compatible, hein. Ça respecte beaucoup de cases, hein. 4 personnes sur un parcours, on utilise chacun son matériel, on est en extérieur, donc c'était plutôt pas mal. Donc on en a profité pour vraiment développer ces compétences-là. Mais à côté de ça, toutes les parties activation, matchs qui ont repris, que ce soit les équipes nationales, locales, etc., mais sans spectateurs. Donc les partenaires n'activent pas sur le terrain, forcément les clubs ne font pas appel à des animations qu'on peut mettre en place. Pour les clubs amateurs sur lesquels on intervient pour leurs anniversaires, leurs événementiels de fin d'année, forcément pareil, les contraintes sanitaires ont fait qu'on ne faisait rien. Les collectivités,
sur lesquels on dynamise un peu les fêtes des sports, les choses comme ça. Pas de fête des sports, donc voilà, ça a vraiment été compliqué. Pour autant, on est toujours là, donc encore une fois grâce à différents dispositifs d'aide. Et puis, on commence à ressortir un peu la tête de l'eau. Et on a été avec joie sur le terrain tout le week-end dernier, là, avec 4 opérations en simultané. Et on a à nouveau la tête sous l'eau parce que c'est compliqué de reprendre une activité, quoi qu'il en soit. C'est comme le vélo, on n'oublie pas. Sauf que sans entraînement, la route est plus longue, quoi. Donc voilà, mais pour autant c'est une situation dans laquelle c'est compliqué de se projeter réellement. On a envisagé d'arrêter les choses, quoi, dans tous les cas. Mais encore une fois, on a été suffisamment aidé pour pouvoir se maintenir. Ok. Xavier, je me faisais un clin d'œil tout à l'heure. Vous êtes en train d'organiser quelque chose ensemble ou pas du tout? C'est dans les tuyaux? Non, c'était lié aux grands événements, mais par exemple le basket, ce genre de choses-là. Là, on a pu remettre en place d'ores et déjà, puisque, comme promis, la Fédé de basket a fait appel à nous directement. Ils ont organisé les championnats d'Europe de basket féminin à Strasbourg, co-organisés avec l'Espagne. Et ils nous ont sollicité dès qu'ils ont su qu'ils allaient pouvoir refaire venir du public dans la salle et que la FIBA a autorisé les animations sur le terrain avec des protocoles sanitaires certes extrêmement contraignants pour les artistes présents sur le terrain, mais auquel tout le monde s'est bien entendu plié. Enfin, c'était vraiment la bulle sanitaire et pas comme le 15 de France en l'occurrence. Là, c'était vraiment très très strict. On n'est pas allé manger de gaufres entre deux événements, mais c'était vraiment la salle, l'hôtel, la salle, quoi. Pendant 10 jours de compétition en France, c'était uniquement ça. Donc voilà, mais après, sur les grands événements, effectivement, on est intervenu sur les Jeux Olympiques ou sur des choses comme ça. Tokyo, cette année, ça va être une catastrophe en termes d'olympisme. Je discutais avec un des assistants coach de l'équipe de France de basket. Ils n'ont pas envie d'y aller, dans le sens où la fête olympique, elle ne sera pas là. C'est une compétition. C'est une compétition au cours de laquelle ils vont être en mode hôtel, salle, hôtel également. Et aucun contact avec les autres athlètes, avec les autres équipes. Enfin, ils sont confinés dans leurs hôtels. Donc l'esprit olympique, là, en l'occurrence, il ne va pas être là du tout. Et je ne parle même pas des spectateurs qui ne seront pas autorisés à encourager oralement les athlètes, mais juste à les applaudir. Donc on revient encore une fois à la place du sport, mais même si, encore une fois, moi, le sport, je le pratique de manière événementielle et en mode show, on est confronté aux mêmes choses. Et puis il y a toujours un peu ce double discours. Enfin, en tout cas, là, je pense que le cerveau est mis à rude épreuve quand on voit les stades entiers en Hongrie remplis de 65 000 personnes et qu'en France, on arrive à peine à se réunir. Mais déjà, on a réussi aujourd'hui, ça c'est une bonne chose. Mais bon, il y a toujours deux poids deux mesures entre la France. Où est la vérité? Où est le curseur, effectivement? Exactement. Apparemment, en Hongrie, on l'attrape moins facilement. Il y a des frontières. Bon, en tout cas, voilà. Merci beaucoup, Fabrice. J'ai une petite question à vous poser à vous tous, notamment une question assez générale. Voilà, on a eu un panel assez varié du monde sportif régional, j'ai envie de dire. Demain, la plénière sera plus nationale. Qu'avez-vous retenu de cette période en quelques mots? Est-ce que un point positif, un point négatif? Patrick, par exemple. Je te laisse réfléchir, mais peut-être que ce soit Xavier, Thomas, est-ce que je peux démarrer, en fait, je plaisantais. Un point positif, le point positif, je suis pas sûr qu'il y en ait un, en fait, parce qu'on a été mis à mal, voilà. Je rebondirai sur un tout petit truc qui a été dit. Moi, je suis complètement d'accord avec l'idée que ça a été fait à l'emporte-pièce, c'est-à-dire soit le sport il passe en seconde zone sur un plan purement santé, quoi, le sport santé, donc c'est passé en seconde zone. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, effectivement. La deuxième chose qui est passée en seconde zone, c'est nos associations de sport amateur toutes ne se relèveront pas, en fait. Alors on peut dire c'est pas grave, mais en fait elles sont au service quand même de la population, de tout le monde, quoi. Donc ça c'est pas bien, quoi, voilà. Donc moi, l'aspect négatif, il est là. Le futur, j'espère que tout ira bien. En tout cas, si ça devait s'assombrer un petit peu en septembre,
j'espère que les décisions, elles ne seront pas les mêmes, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'on peut effectivement faire un petit peu la part des choses, suivant les volumes des salles, je ne sais pas quoi. Voilà, aspect positif, j'ai plus de mal. Voilà, on s'est posé, on a réfléchi un peu, trop longtemps quand même, quoi. Donc c'est un peu compliqué quand même. Ouais, on a eu L'aspect beaucoup de temps positif pour du réfléchir. premier confinement, ça m'allait, là, j'ai du mal. Ok, en tout cas au niveau de la pratique sportive, ouais, tu as trouvé que c'était un peu long. Après, peut-être que les infrastructures, les équipements ont innové, se sont développés, mais bon, voilà. Après, quand on ne peut pas pratiquer, c'est sûr que ça ne sert à rien de construire des beaux et grands gymnases. Xavier? Je vais garder un point positif, et c'est par rapport à ma direction. C'est la capacité d'adaptation de mes agents qui, du jour au lendemain, ont fait du portage de repas, sont partis, certains managers sont allés faire de l'activité dans les maisons de retraite. Enfin, je retiendrai, on a tellement eu de points négatifs d'adaptation que je vais garder ce point positif, moi. Cette adaptation constante des collaborateurs de la direction. Ok, toujours motivés à sortir de leur cadre de travail. Thomas? Moi, ça va être la solidarité, parce qu'on a eu beaucoup d'échanges avec les parents, avec nos clients, mais également avec les gérants d'autres structures avec lesquelles on s'est retrouvés là, il y a une petite semaine. Et globalement, pendant le confinement, on s'envoyait des petits messages. Alors, c'était la déprime, hein, c'était ça va, toi? Bah non. Toi non plus? Non. Bah, bon, bah ok, à la prochaine. Mais je veux dire, sympa. on échangeait ou sur ces questions de formulaires, parce qu'on a eu des formulaires de Bercy qui étaient quand même assez obscurs parfois. On se demande si la personne qui l'a rédigé l'a lu. Mais voilà, donc cette solidarité avec les autres clubs, avec la Fédé, avec le comité régional à Bourgoin, avec des athlètes aussi, avec des youtubeurs, riders qui se proposaient de venir chez nous filmer. Et puis après, le point négatif, non, ça va être vraiment cette place du sport. Ça va être vraiment la gestion du sport en tant que composante de notre société pour qu'on soit bien, pour que nos enfants soient bien, pour que voilà, qu'il y ait moins de violence, qu'il y ait moins de réseaux sociaux. Moi, je suis effaré quand je lis des statistiques sur les gamins qui passent entre 3 et 10 heures par jour sur leur smartphone. Je veux dire, c'est autant d'heures en moins dans les musées, à bouquiner, à écouter de la musique, à aller au cinéma et à faire du sport. C'est affolant. Ça, c'est un vrai enjeu aussi. Et je pense que c'est un enjeu d'ailleurs pour les fédérations sportives aussi, parce que, un peu comme l'ESF fait des événements à Grenoble et à Chambéry chaque année pour essayer d'attirer les gamins et pour qu'après ils aillent faire du ski dans les écoles de ski. Et d'ailleurs, ils voient la fréquentation des stations de ski quand il y a une nouvelle console de jeu qui sort à Noël. Au mois de février, les fréquentations de ski sur la tranche d'âge des gamins des 8-15 ans, ils voient que ça baisse. Donc l'enjeu sur le digital, pour le sport, à mon avis, c'est un enjeu majeur, comme pour plein d'autres sujets de société. Mais voilà, le côté négatif, c'est vraiment ça. C'est cette question du sport, et je crois qu'à tous les niveaux, que ce soit au niveau des collectivités locales, donc nous, on est sur la commune de Vaux-en-Velin, j'ai très peu de contacts, pour pas dire pas du tout, avec les élus, avec l'Office municipal des sports, qui est jamais venu nous voir. Et après, au niveau de la métropole de Lyon et au niveau de la région, donc locale, puisque j'ai critiqué justement cette absence de décentralisation, il faut que localement, il y ait une vraie politique, et que ça soit central, et que ça soit pas juste l'enjeu politique, là actuellement c'est la sécurité. Je pense que s'il y a plus de sport, il y aura moins de problèmes de sécurité. Je suis d'accord, oui, l'éducation et le sport, ça fait souvent bon ménage, et voilà, c'est prévenir plutôt que guérir. C'est le sport et l'éducation en font partie. Juste avant de te donner la parole, il y aura un petit temps de questions-réponses. Si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas. Je vous donnerai le micro juste après l'intervention de Fabrice. Donc voilà, sachez que c'est possible. Très rapidement, le négatif, c'est effectivement la chute de la pratique sportive qui a été empêchée et qui se dégrade très facilement. Hein, le fait d'avoir tous ces moyens de smartphone, etc., qui sont très faciles d'utilisation et du coup qui sont moins contraignants et en prise directe, et qui, en plus de ça, étaient la seule porte de sortie pour les plus jeunes. Sur la partie positive, et ça je l'espère, c'est aussi un mantra et quelque chose que je souhaite, c'est la prise de conscience de l'importance de l'humain
versus le digital et le 100% digital. On était vraiment en train de se diriger, à mon sens, vers du 100% digital sur tout un tas de choses. Et il y a beaucoup d'annonceurs et également de détenteurs de droits qui reviennent un petit peu en arrière et qui se rendent compte que tout le monde en a eu marre au bout d'un moment de faire le premier confinement. C'était sympa de faire un Zoom, un apéro visio, et puis ça a duré 15 jours. Et au bout d'un moment, ça saoulait tout le monde. Ça, on est tous passés par là. Pardon ? On est tous passés par là. Bien sûr, mais sur le deuxième confinement, personne ou beaucoup moins en ont fait en tout cas. Donc c'est cette prépondérance du digital versus l'humain, on se rend compte que on a besoin de l'humain, que le digital peut être un support, peut être un outil complémentaire, mais que l'humain doit rester au centre de tout. Et en tout cas, dans tous les intervenants et dans tous les interlocuteurs avec lesquels je peux échanger, on sent que ça revient vraiment comme une priorité de remettre l'humain au centre de la réflexion, tout en ayant un peu de digital autour, mais dans tous les cas, l'humain au centre. Merci beaucoup, Fabrice. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oh, il y en a pas, il y en a plein. Je suis débordé. Merci, Franck. Bonjour, Bonjour. Jean président du comité Boulay-du-Rhône. Nous, on est un vrai sport amateur. Notre plus grosse inquiétude, c'est les bénévoles. On ne parle pas des bénévoles, mais alors, comment vont revenir nos bénévoles ? Ça fait 2 ans qu'on ne les voit pas. Ils ont pris des drôles d'habitude maintenant. Ils font autre chose, ils sont envie de passer leur temps avec leurs femmes. Pour les faire revenir en tant que bénévoles, c'est très dur. Et sans bénévoles, il n'y a pas de sport amateur. Ah, à qui voulez-vous adresser votre question ? Parce que c'est peut-être... Il n'y a qu'une personne amateur chez nous. Là, c'est ce monsieur. Hein. Patrick. Je vous rejoins. Hein. Refaire revenir les bénévoles... je pense que je pense que c'est vraiment au centre des associations. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a tous dans notre investissement associatif, alors les bénévoles, comme je dis toujours, parce que les bénévoles, des fois, ça se compare l'un à l'autre, lui, il n'en fait pas assez, etc. Moi, je dis toujours, chaque bénévole fait ce qu'il peut et ce qu'il veut. Mais en fait, quand on change nos habitudes comme ça, on n'a plus le carburant. Pour moi, le carburant, c'est le terrain, et ce que je disais tout à l'heure. Et puis, on peut avoir la tête un peu dans le guidon, là, dans ce bénévolat. Et la rupture, je crois qu'elle existe. Moi, j'ai essayé de tirer la sonnette d'alarme. Alors, il y a eu des webinaires en pagaille avec la Fédé, etc. Et tout à l'heure, sur l'aspect purement sport-santé, je l'ai peut-être dit aussi tout à l'heure, mais c'est super difficile. Pour moi, la franchise, je l'ai ressenti personnellement, c'était octobre-novembre où je me battais en fait pour essayer de dire un gymnase, c'est 1200 mètres carrés au sol, 10 mètres d'eau, c'est 12 000 mètres cubes. Quelle comparaison ? Pourquoi on ne peut pas mettre 10 personnes qui feraient de la gym là-dedans, quoi ? Et pourquoi je disais ça ? C'était à la fois pour le sport santé, mais à la fois pour que les associations vivent et ne s'arrêtent pas. Et en fait, à un moment donné, on a posé les valises pour de vrai. Pour moi, ça a été... novembre-décembre, on a posé les valises parce qu'on a dit qu'il n'y a plus rien à faire en fait. C'est-à-dire que devant moi, j'avais un mur. Alors, je me suis retrouvé sur un webinaire. Alors, elle ne m'a pas vu avec Madame la Ministre. En fait, je crois qu'elle n'était pas écoutée du tout en fait. C'est-à-dire que le centre, c'était la sécurité. Alors, comment faire revenir les bénévoles ? Moi, j'ai absolument pas de recette miracle. Ce que je sais, c'est qu'au sein de mon association, je peux le faire ici. Alors, je ne sais pas s'ils écouteront, mais il y en a qui ont eu du mal. Il y en a qui ont eu du mal à revenir. Il y en a qui auront peut-être du mal à revenir. En tout cas, il y en a qui des fois, un peu dans la douleur, sont restés. Et je sais que ça repartira, parce que je sais que le terrain, et on est reparti sur le terrain depuis début juin, en fait, avec tous les publics, je sais que le terrain, ça permettra de le faire. Donc j'ai envie de... Le seul conseil que je pourrais donner, c'est que les plus motivés se serrent les coudes, j'ai envie de dire ça. Et puis, je crois que retourner sur le terrain, ça redonne envie, quoi, en fait, voilà. Mais après, moi, la rupture, j'ai expliqué plein de choses lors de webinaires à ma fédération qui a envoyé des kits de communication. Je dis l'effet, il est inverse, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le bénévole, il n'a pas envie de lire ça, il en a marre de lire, il en a marre de... Vous parliez des aides tout à l'heure. Alors, quand on est une entreprise, évidemment qu'on est au fait et qu'on est au contact de lire des documents. Quand on est bénévole, j'ai assisté à d'autres webinaires, alors, sur les subventions ANS ou autres, mais moi qui suis quand même un petit peu près de ça et qui suis sensible à ça, et qui sait répondre à ça, je me disais, mais c'est une catastrophe en fait. C'est-à-dire qu'il y avait 150 ou 200 personnes présentes, d'autres clubs. Je me disais, la rupture, ça y est, elle est là, quoi. Parce qu'on s'adresse à qui, là ?
C'était hyper technique, hyper compliqué, Et ça, on a été très très mauvais là-dessus. Moi, recevoir des listes entières, quelles sont les aides possibles, et puis finalement, c'est être obligé de trier là-dedans. Je crois qu'on ne les a pas aidés, les bénévoles, en fait. Puis je crois qu'au niveau vraiment national, on n'a pas mesuré ce que vous évoquez, c'est-à-dire cette difficulté qu'on va avoir à faire revenir les bénévoles. Merci beaucoup. Patrick, peut-être une autre question avant de donner la place à Antoine qui va parler des enjeux. Ouais, j'ai un micro, donc je vais en profiter. Ouais, Stéphane Chassignol, je suis consultant pour le cabinet Alcelia qui accompagne les collectivités, mais j'ai aussi été directeur d'un service des sports, conseiller d'un secrétaire d'État au sport, et dirigeant sportif d'un des plus grands clubs de Villeurbanne. Donc je connais j'ai un peu toutes les facettes, le club alpin, monsieur l'adjoint. Et je vais répondre, je vais interpeller, j'ai oublié votre nom, je suis désolé, le président du club de badminton de Patrick Doulin, Patrick, voilà. Je te tutoyer, hein, c'est un peu la règle entre sportifs. Tu as eu tout à l'heure un peu une attitude que j'ai déjà vue sur des plateaux télé quand un politique n'a pas les résultats escomptés lors d'élections, qui est de se plaindre un peu du comportement de ses électeurs. Et vis-à-vis de ce qu'est le monde associatif et de comment c'est ressenti par un adhérent qui vient chercher finalement un abonnement à une prestation sportive. On peut s'en plaindre, mais c'est une évolution de la société qui est réelle, qui est quantifiée. On l'a vu, à la fois les gens font du sport de façon totalement libre et en même temps veulent le consommer. Et les associations, elles ont un enjeu accompagné par les politiques, hein, je ne dis pas qu'il faut qu'elles le fassent toutes seules, d'aller chercher ce mode de consommation-là. Parce qu'il y a des baisses de recettes, ça peut être des baisses de subventions, ça peut être des baisses d'adhérents, ça peut être le fait qu'on a des emplois aidés qui ne sont plus aidés. Elles sont là, les baisses de recettes. Donc il faut aussi se dire comment je vais commercialiser mon activité pour des gens qui veulent peut-être en faire une fois ou 10 fois ou 5 fois, ce qui n'empêche pas que le modèle classique du sport, je vais dire entre guillemets fédéral, hein, qui permet de générer nos champions du monde ou nos champions olympiques, marche, il fonctionne et il continuera à fonctionner. Mais si les clubs, avec l'aide des politiques localement, ne se focalisent pas sur la façon de faire des recettes en tant que prestataires de services de sport, ce qui va se passer, c'est que les consommateurs du sport, que sont les sportifs, vont s'éloigner des associations, vont s'éloigner de la politique publique, et quand 80% des gens font du sport en dehors d'une association sportive, il n'y a plus de politique publique possible. Parce que la politique publique ne peut plus traiter que 20% des personnes. Donc ça veut dire qu'on ne pourra plus faire du sport pour tous, on ne pourra plus faire du sport santé, on ne pourra plus faire ça. Donc la responsabilité, elle est commune entre les dirigeants politiques du sport et les dirigeants associatifs de dire comment je vais commercialiser au sens brutal de la commercialisation du sport. Et donc donner des moyens aux collectivités, quelle que soit leur taille, de faire commercialiser ce sport en attirant les financements qui peuvent être pour les parents isolés, pour le sport santé, etc., vers des séances de sport à la séance, va remettre des gens dans des clubs et qui vont peut-être venir que 10 fois. Et c'est pas très grave au final. Et ça permettra de vendre des choses. Et aussi d'animer plus longtemps dans la semaine des éducateurs qu'on a peut-être du mal à payer dans la structure actuelle. Alors, je me permets de répondre. On est complètement là-dedans, nous. Hein. C'est-à-dire que ça fait plusieurs années qu'on travaille là-dedans. C'est pour ça qu'en fait, on s'est engagé à rembourser nos adhérents. Mais simplement, en fait, pourquoi je dis... Nous, je parle de concurrence, en fait. Notre concurrence, c'est les clubs sportifs non affiliés, badminton ou affiliés avec une autre fédération. Ensuite, c'est les salles de sport privées. Alors, quand je parle de concurrence, c'est sain. Je veux dire, on n'est pas forcément sur les mêmes créneaux. Mais nous, on connaît nos forces, on connaît nos valeurs. Et moi, je vais sur ce terrain-là de chercher de nouveaux adhérents. On a une progression de l'ordre de 20% sur les 3 dernières années du nombre d'adhérents, alors qu'au niveau national, c'est en baisse ou ça stagne. C'est bien pour cette raison-là. Simplement, ce discours-là, il est complètement presque à l'opposé du discours fédéral. C'est-à-dire qu'au niveau de ma fédération, moi je me suis... Alors pourtant, je soutiens la fédération, mais je ne pouvais pas entendre... moi je m'entendais dire, on est des clubs, tous les gens ils adhèrent au projet fédéral. Non, tous les gens ils n'y adhèrent pas et je respecte ça. Malgré tout, je parlais tout à l'heure d'engagement quand même. Ça veut dire que même si effectivement chacun vient chercher sa propre pratique, même si moi je vais chercher des gens dans d'autres secteurs par l'offre que je vais proposer, il n'empêche qu'à un moment donné,
Je vais prendre un exemple concret. Pourquoi j'ai un adhérent qui va payer 200 € pour avoir un cours encadré? Alors encore, c'est le mauvais exemple. Pourquoi je vais avoir un adhérent qui va payer 160 € ou 180 € pour pouvoir jouer librement sur un nombre, sur plusieurs créneaux dans la semaine et qui payerait 20 € ou 50 € ailleurs? Parce que j'ai quand même un projet de performance et je l'assume en fait. Je l'assume à l'Assemblée Générale en fait aussi ça. Ça veut dire qu'à la fois on va chercher des gens, à la fois on défend aussi notre projet. Après, la dernière question posée, je trouve qu'il y a un vrai débat, parce que il y a plein de gens qui en ont parlé, c'est les activités physiques adaptées. C'est-à-dire tout ce qu'on peut faire vers les nouveaux publics, les nouvelles choses comme ça. Si je vais utiliser ce terme-là, c'est pas non plus des vaches à lait, quoi. Ça veut dire que quand on monte des projets en direction d'une maison de retraite ou autre, on a des dépenses, on a des recettes et on ne demande pas des subventions ou on ne demande pas des aides qui sont non plus... elles sont au regard de ça, en théorie. Donc ça crée de l'activité, certes, intéressante, parce que c'est aussi de l'activité en journée, alors qu'on a souvent des entraîneurs qui sont un peu... ou des éducateurs qui sont un petit peu plus chargés le soir, quoi. Voilà. Merci. On ne va pas pouvoir prendre plus de questions. Ce sera l'occasion de continuer lors de la pause qui va suivre. Je vais donner. Je tiens à tous vous remercier, messieurs les intervenants, pour votre éclairage, vos témoignages. Bien sûr, il y a du bon comme du moins bon, du positif et du négatif. Et puis, il faut de plus faire un bilan de tout ça et puis se projeter quand on peut. Donc, voilà. Et ça va être notamment l'enjeu de ce forum avec les plusieurs piliers qui seront abordés pendant le forum. Donc, je vous remercie à tous encore. Merci. Je laisse la parole à Antoine Blanc qui va se présenter. Et je vous dis à plus tard. Merci Jean-François pour cette table ronde riche et concrète. La parole à Antoine Blanc, qui est secrétaire général de Sport et Territoire et directeur jeunesse et sport du département de Val-de-Marne. Et il va nous présenter ce qui va se passer pendant les 2 journées qui nous attendent, à partir de 16h30 et jusqu'à demain après-midi. Donc Antoine Blanc. Bonjour à toutes et à tous. Donc après ce retour d'expérience, cette table ronde avec les acteurs régionaux que je remercie une nouvelle fois, maintenant on va vous demander de se projeter et d'imaginer le sport de demain, notamment au travers de 3 enjeux environnementaux, économiques et sociétaux. Donc pour contextualiser un petit peu, sans être exhaustif sur l'enjeu environnemental, vous avez pu le voir, hein, juste pour rappel, vous pouvez flasher le programme à l'entrée. Vous avez un flash code pour avoir l'ensemble du programme du forum. Donc je vous invite, là où vous êtes arrivé à l'émargement, de flasher le code. Comme ça, vous aurez tout ce que je vous dis en synthétique pendant 5 minutes. L'enjeu environnemental, très rapidement, on va avoir l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 qui va offrir une opportunité d'un changement de paradigme, notamment sur le volet environnemental. Dans un contexte d'accueil de cet événement planétaire qui impulse une nouvelle dynamique au niveau mondial, européen et local, comment les politiques publiques accompagnent-elles la réduction de notre impact sur l'environnement et plus particulièrement quant à la pratique de l'activité physique et sportive et son empreinte carbone? Le deuxième enjeu, l'enjeu économique. Cette crise sans précédent, et les différents intervenants ont pu revenir dessus lors de la table ronde, a révélé la vulnérabilité du modèle sportif. La suspension, la reprise d'activité, resuspension, reprise d'activité, tous ces stop and go ont impacté de manière conséquente la filière sportive. La mise en place d'un plan de relance, l'arrivée de nouvelles formes de financement conduisent le sport français à se réinventer. Comment relancer l'activité? Avec quel modèle économique et formes de pratique et quelles activités déployer? Enfin, le troisième enjeu sur lequel nous travaillerons pendant ces 2 jours, l'enjeu sociétal. La pandémie mondiale de Covid-19 n'a pas épargné la France. Au lendemain de cette crise sanitaire, ayant touché tous les domaines et secteurs d'activité, comment le sport peut-il se relever? Nous avons tous besoin de sport, nous l'avons déjà évoqué. Renforcer l'activité physique et sportive des Français en garantissant leur sécurité et leur intégrité est un enjeu de santé publique majeur des prochaines décennies. Plus encore, réaffirmer la place du sport, c'est aussi préserver le lien social. Et dans ce contexte, les politiques publiques convergent vers un sport plus accessible à tous. Cela en favorisant et accompagnant les initiatives et dispositifs d'accès au sport pour tous, à l'école, à destination des publics les plus éloignés, également dans le sport en entreprise. Tout le long de ces 2 jours,
Ces 3 enjeux seront traités, notamment par l'organisation de 4 ateliers pratiques, uniquement en présentiel, des ateliers de 2 heures, qui se dérouleront dans les 2 salles du fond derrière l'espace restauration, voilà, au fond de la salle. Dans l'espace 15 et l'espace première ligne, il y aura des étudiants qui pourront indiquer les différents espaces, où les intervenants, ça sera vous, les participants du forum, où on invite chacun à échanger, à participer et à co-construire les solutions de demain pour le sport sur 4 thématiques. Sur les 4 thématiques, on aura cet après-midi de 16h30 à 18h30, donc des créneaux de 2 heures, la thématique équipement et installation sportive, et également la thématique Sportec et e-sport. On se retrouvera demain matin à partir de 9h jusqu'à 11h pour les 2 ateliers qui suivent, le sport santé bien-être et le sport éco-responsable. Enfin, en particulier pour les participants, puisqu'on a des centaines de participants également à distance, 4 webinaires où des intervenants partageront leur expérience et leurs projets, permettant d'engager une réflexion collective, d'encourager les initiatives. Les thématiques des webinaires, dès 16h30, le nouveau modèle économique du mouvement sportif. À 17h30, le sport facteur d'inclusion sociale. Et demain matin, dès 9h, les nouvelles politiques publiques sportives jusqu'à 10h. Et de 10h à 11h, le mécénat collectif et territorial. Enfin, le forum se conclura demain à 11h30 avec la table ronde qui réunira les représentants nationaux du sport français et qui reviendront également sur ces mois de crise sanitaire, ses conséquences et les leçons que nous avons pu en tirer. Et enfin, à 14h, pour ceux qui pourront rester encore un petit moment à Lyon, on vous propose la visite de la Tony Parker Adequate Academy avec une liste d'émargement et une inscription là où vous êtes inscrit en arrivant, donc pour visiter ce nouvel équipement dans l'espace de Gerland à grande proximité. Et enfin, merci à nos partenaires parce que ce forum, on a évoqué nos partenaires, ce forum ne pourrait pas avoir lieu sans nos partenaires et notamment ceux qui exposent dans le hall d'accueil. Et comme je vous l'ai dit, on recommence à 16h30 les ateliers et pour notamment les participants à distance, les webinaires. Et donc dans ce laps de temps, n'hésitez pas à aller voir les différents exposants et les différents partenaires qui eux aussi ont imaginé et proposent des solutions innovantes pour répondre aux enjeux du forum. Très bon forum à toutes et à tous, et puis à demain.